Retour au débat de France 24. Quel président sera Donald Trump? Pour en juger ses premiers mots donnés à la presse et notamment dans une interview hier au New York Times, ses premières nominations aussi au sein de son équipe. On en parle avec à mes côtés Laure Mandeville, grand reporter et chef du bureau Amérique au Figaro. Également avec nous Annick Cizel, enseignante chercheur à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle et spécialiste de politique étrangère américaine. Anne Kratz, historienne spécialiste des affaires étrangères américaines, et Henri Landès, maître de conférence à Sciences Po. Tous les quatre donc avec nous. Henri Landès, vous avez suscité un vrai débat sur le plateau en évoquant les intentions et le positionnement de Donald Trump, révélateur, réceptacle de la colère, ou bien, comme vous le dites, déclencheur d'un mouvement. Laure Mandeville, vous n'étiez pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense que la société américaine est profondément divisée et ça ne date pas d'hier, ça date de l'origine des États-Unis. C'est un pays qui est divisé profondément, on l'a vu au cours des siècles. Il ne faut pas oublier, je lisais un article récent dans un journal suisse qui rappelait qu'au moment où Lincoln est arrivé au pouvoir, il a été agonie d'injures par des tas de gens qui ont dit ça va être le règne de l'alcoolisme, de la luxure, etc., etc. Il y a eu des tas d'accusations contre lui. Il faut rappeler aussi que quand Ulysse Grant est devenu président des États-Unis, son adversaire avait été tellement secoué par la campagne qu'il a fini dans un asile psychiatrique. Donc je crois qu'il y a quand même une tradition de division et de violence rhétorique dans ce pays qui pourtant n'a jamais eu de dictature, soulignons-le, des institutions hyper fortes. Donc il faut un peu relativiser. En plus, moi je me souviens très bien, je suis arrivée aux États-Unis il y a 8 ans pour couvrir les États-Unis pendant 8 ans au moment du début de la présidence Obama, et je me souviens très très bien que l'organisme que vous citez, le Southern Poverty Law Center, donnait exactement le même type de chiffres, sinon plus, sur la multiplication de gestes racistes ou d'incidents parce qu'un président noir était arrivé au pouvoir. Donc je pense qu'il faut quand même relativiser ça, et je pense qu'il y a effectivement, Trump est le révélateur de ce partage. Il y a vraiment des désaccords, et moi c'est une des choses que j'ai ramenées de mon séjour de longue observation aux États-Unis, des désaccords de fond sur beaucoup de choses, sur le plan sociétal, et je crois que ce qui s'est passé avec son élection et le coup de pied aux fesses au politiquement correct qu'il a envoyé, c'est aussi que les gens avaient faim d'une sorte de remise du pendule, de relancer le pendule un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand le président Obama leur dit l'histoire des toilettes transgenres, c'est devenu le sujet national, on va imposer à des États qui ne sont pas d'accord l'instauration de ces fameuses toilettes, et où on veut mettre fin aux toilettes femmes et hommes, par exemple, c'est quelque chose qui a exaspéré les gens. Et je pense que Trump, c'est aussi ça, c'est dire, bon, revenons un peu de bon sens. Je ne vous dis pas que tout est magnifique, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'incertitudes dans sa présidence, mais je dis que les gens ne sont pas tous d'accord et qu'ils veulent renvoyer le pendule un peu dans l'autre sens. Annick Cizel et ensuite Anne Kratz. Alors je trouve ce que vous êtes en train de dire extrêmement effrayant, parce que si l'analogie qui vient à l'esprit, c'est Abraham Lincoln et Ulysse Grant, c'est-à-dire la guerre de sécession, c'est-à-dire la guerre civile dans l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln, comme vous le savez, a fondé le Parti républicain sur un programme qui disait abolition de l'esclavage, d'où la violence autour du programme, effectivement, de la part des sudistes. Oui, Ulysse Grant a gagné la guerre de sécession, a ensuite infligé une reconstruction extrêmement sévère aux États confédérés du Sud. On sortait d'une guerre civile. Absolument. Donc, votre analogie me dérange énormément, parce que j'espère bien sincèrement que les États-Unis ne sont pas au bord d'une guerre civile aujourd'hui. Je ne vous dis pas qu'on est au bord de la guerre civile, je vous dis que je vous donnais des exemples qui montrent ce pays. Ne tient pas. Excusez-moi, que ce pays est divisé depuis très longtemps. Les Américains sont plus ouverts aujourd'hui que dans toute l'histoire. C'est juste il a mobilisé une petite partie qui est devenue plus violente à cause de je peux vous donner d'autres exemples. Ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout en guerre civile. Regardez les années 60. Pardon. Les années 60 ont été aussi des années de profonde division. Les années 70, les Américains se sont déchirés sur la guerre du Vietnam. Nous sommes en 2016. Les années 80, les Américains... Ce que je vous dis, c'est que toutes ces divisions, elles existent depuis longtemps. Un mot d'Anne Kratz. Je ne dis pas que c'est la guerre civile comme au temps de Lincoln. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Effectivement, il y a toujours eu des divisions dans le pays, ne serait-ce que par le simple fait de tous ces groupes ethniques qui ont des cultures et des racines différentes et des traditions différentes. Mais moi, je voudrais simplement vous donner un exemple très concret de quelqu'un qui a voté pour Trump. C'est une famille, c'est une dame qui fait partie de ma famille, je vous le dis très, très franchement, bien que moi je sois
absolument démocrate et militante du Parti démocrate. C'est ma nièce. Elle vient de prendre sa retraite de l'aviation, de l'Air Force américaine. Elle a fait la première guerre du Golfe et elle a été 2 fois en Irak. Elle a voté 2 fois pour Obama. Pour vous dire à quel point elle n'est pas raciste, elle n'est pas... Elle a officié comment on dit en français, au mariage de 2 de ses amis. Elle a officié au mariage de 2 de ses amis, de 2 de ses amies lesbiennes, l'une étant mère de 3 enfants de son premier mariage avec un homme, la deuxième étant un officier de police noir, une dame. C'est ma nièce qui les a mariés, etc. Cette personne qui avait voté 2 fois pour Trump, pour Obama, elle a voté pour Trump. Et il faut regarder quels sont les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui même sur ce que pensent les Américains de ce que Obama a fait. Et malheureusement, pour tous ceux d'entre nous qui ont soutenu Obama et qui ont fondé beaucoup d'espoir sur sa présidence, la plupart des gens lui ont donné une note assez mauvaise sur presque tous les sujets. Le bilan est jugé négativement, vous dites, par une majorité d'Américains. Presque uniformément négatif. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que j'aimerais dire quand même, parce que ça me semble important, bien sûr, l'Amérique est très divisée. Et en même temps, c'est justement ce qui a fait, je crois, la chute de Hillary Clinton, c'est qu'elle n'a pas compris que 60 millions d'Américains qui ont voté pour Trump, ce sont des Américains aussi. Et ils ne sont pas des déplorables, comme elle les a qualifiés. Il y a des gens comme cette personne dont je viens de vous mentionner l'action, ma nièce, sont des gens tout à fait raisonnables, tout à fait respectables, tout à fait patriotes et qui ne sont pas disposés à tuer des Noirs ou à souscrire au Breitbart. Henri Landès. Hillary Clinton n'aurait jamais dû dire que c'était des déplorables qui soutenaient Donald Trump. D'ailleurs, elle a fait plusieurs erreurs et elle a été beaucoup plus la candidate du système qui est à bout de souffle. Et Donald Trump, il a reconnu cela. Mais les gens qui ont voté pour Donald Trump, ils ne sont pas tous des racistes, ils ne sont pas tous des misogynes. Absolument pas. Et donc le fait de dire que les Américains sont plus divisés aujourd'hui, ils le sont de moins en moins, justement. C'est le bipartisme politique qui fait qu'il y a un système totalement polarisé et qui fait que Barack Obama, il a une mauvaise note. C'est parce qu'il n'a pu rien faire depuis 8 ans et il a seulement pu faire... Il a fait une grande réforme, Obamacare, pendant qu'il avait la majorité. Qui est très mal jugé aujourd'hui. Absolument. Et le Parti républicain a été obstructionniste pendant 6 ans. Et la seule politique qu'avait le Parti républicain, c'était de bloquer toute initiative de Barack Obama. Et c'est pour ça qu'il a une mauvaise note. Et c'est pour ça que Donald Trump, quand il arrive et il simplifie tous les problèmes, il est en train de mentir à la population. Et j'aimerais dire aussi sur le fait de l'immigration et son focus sur l'immigration, surtout illégale. Il a parlé du mur comme si c'était quelque chose qui allait vraiment relancer tout aux États-Unis, l'économie, l'emploi, etc. L'immigration illégale a augmenté pendant George W. Bush de manière constante. Barack Obama, il a réussi justement à stabiliser cette immigration illégale. Elle a même baissé un petit peu plus. En renvoyant plus de 2 millions d'immigrants dans leur foyer. Il a été ferme sur cette question-là. Donc il faut arrêter de dire que c'est à cause de la politique de Barack Obama et cette incompréhension justement de la complexité du problème pendant 8 ans. Donald Trump est venu simplifier un problème, déraper ce qui aurait dû être compris comme des questions économiques et sociales, et il a dit que c'était plutôt des questions d'intolérance. Il a soulevé cela, et le discours politique qu'il a mené a eu un impact fort, et c'est inacceptable en 2016. Un mot sur l'immigration, et puis je vois qu'on avance sur des points précis de ce qu'a dit Donald Trump. Moi, je vais être très clair sur l'immigration. Pour moi, la manière dont il a mené sa campagne sur l'immigration, c'est une des raisons majeures de son succès. À partir du moment où le 15 juin, donc ça va à l'encontre de ce que vous dites, le 15 juin, quand il monte sur son escalator à la tour Trump et qu'il annonce qu'il va construire ce mur, donc qu'il va prendre en compte les frontières des États-Unis, très important, il dit un pays qui n'a pas de frontières n'est pas un pays. Ce qui veut dire que ne veut pas dire je suis raciste, ça veut dire je vais là, je peux pas vous laisser dire ça parce que au son escalator il dit au même moment les Mexicains sont tous des violeurs et des voleurs. Oui, enfin il n'a pas dit les Mexicains. Excusez-moi, moi j'ai lu de très près les phrases qu'il a dit. Il n'a pas dit les Mexicains sont tous des violeurs. Il nous envoie les violeurs. Voilà. Il nous envoie les violeurs. Les repris de justice. Voilà. Il a dit ça. Oui. Et d'ailleurs une part de son programme actuel. Donc vous avez dit effectivement qu'Obama a renvoyé pas mal de monde. Il y a eu plutôt bien géré par rapport aux 8 ans de George W. Bush. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, au moment où il y a eu le passage de la loi anti-immigration illégale en Arizona, un sujet que j'ai couvert de très près, parce que j'étais sur la frontière, en Arizona, etc. Ce qui était très intéressant, et que, by the way,
entre nous. Le New York Times n'a jamais vraiment voulu publier le chiffre parce que c'est un chiffre qui ne les arrangeait pas. Vous aviez une majorité d'Américains qui étaient favorables à cette loi en Arizona, ce qui est quand même intéressant. Et ce qui nous ramène aux raisons de la victoire de Trump. Ce n'est pas une question en fait, ce n'est pas une question de racisme. Mais là, je suis absolument d'accord avec vous. D'accord, il n'y a qu'à lire mon livre où moi, j'ai passé énormément de temps avec les électeurs de Trump. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai anticipé sa victoire, parce que je suis allée à leur rencontre. Et donc, je dis absolument, bien sûr que justement, la majorité de ces gens-là ne sont pas racistes. Et ils sont d'ailleurs ulcérés qu'on les traite de racistes. Ils disent, ce n'est pas parce que nous disons, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut une frontière et que les lois doivent être respectées. Donc, nous ne sommes pas contre l'immigration, mais nous pensons que pour entrer dans ce pays, il faut respecter les lois de ce pays. C'est la base. Vous êtes en train de faire de la politique française. Vous êtes en train de faire de la politique française. Pourquoi ? Parce que je vous parle des États-Unis. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je n'ai jamais travaillé sur la France de ma vie. Donc, on ne peut pas extrapoler le mur, c'est pas pareil que dire on va contrôler l'immigration illégale. Hillary Clinton avait des propositions aussi pour contrôler l'immigration illégale. C'est le fait de dire il faut construire un mur et que les Mexicains sont des violeurs et des criminels. Ça, c'est le problème. C'est là le problème. D'abord, il y a déjà un mur sur la frontière. C'est pas le fait de ne pas être politiquement correct. Ça va juste être absurde parce que c'est tellement pas vrai. Il n'y a aucun chose qui démontre. C'est une technique de campagne. Le mur existe. Voilà, c'est une technique de campagne inacceptable au XXIe siècle. Henri Landès, on est absolument inacceptable. Un mot d'Anne Kratz et puis on passera à un autre sujet. Je voudrais rappeler une chose, parce que je suis à la fois tout à fait d'accord avec vous, mais aussi pas tout à fait d'accord, parce que vous avez parlé de l'obstructionnisme des républicains, mais les républicains, ils ont été élus. Ils ont été élus, et non seulement cette fois-ci, Trump étant élu pendant la présidence d'Obama, et donc ils ont représenté la nation, démocratiquement élus. Et là, les Américains ont frappé très fort, parce qu'ils ont non seulement élu Trump, mais ils ont élu un Sénat républicain, ils ont élu un Congrès républicain, et 36 gouverneurs, si mon chiffre est exact. Alors, le pays tout entier, dans la réussite de Trump d'ailleurs. Oui, le pays tout entier est devenu républicain. Alors, il faut quand même que les démocrates se posent des questions et se disent qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. On va pas revenir sur le passé, Henri. Non, Henri Landès, on va pas revenir sur le passé, on va essayer d'avancer. En tout cas, Donald Trump, lui, il le dit, elle ne poursuivra pas l'enquête sur l'utilisation par Hillary Clinton de sa messagerie privée lorsqu'elle était à la tête de la diplomatie américaine. Il déclare ne pas vouloir nuire aux Clinton sans exclure complètement toutefois la possibilité de rouvrir le dossier une fois la Maison-Blanche. C'est une menace pour que les Clinton et leurs amis se tiennent tranquilles et que le Parti démocrate le laisse gouverner, Annick Cizell. Je ne suis pas sûre que le Parti démocrate ait beaucoup de moyens, à l'heure qu'il est numériquement, de l'empêcher de gouverner. Et pardon, Donald Trump, il a vraiment les moyens, lui, de nuire aux Clinton juridiquement ? Ou c'est simplement une menace de plus, finalement, dans le vent ? Je suppose... Alors... Je suppose que le futur Attorney General, le futur ministre de la Justice, Jeff Sessions, puisque j'anticipe la ratification de cette proposition de nomination par le Sénat républicain, je suppose qu'il a les moyens de demander l'ouverture d'enquête s'il estime que l'intérêt national des États-Unis n'a pas été respecté à un moment. Donc effectivement, après, est-ce que les États-Unis, justement, est-ce que dans cette posture rassembleur, de rassembleur que Trump essaye absolument d'endosser aujourd'hui, est-ce que son intérêt est de créer une division de plus et de commencer son mandat par un gigantesque procès médiatique et je ne sais trop, ça serait exactement l'inverse de ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les manifestations continuent, certains campus n'acceptent toujours pas ce président, not my president, donc son intérêt particulier n'est pas d'ouvrir ce type de débat avant même son entrée à la Maison-Blanche. Ce qu'il a dit d'ailleurs. D'autant plus qu'il n'est peut-être pas tout à fait blanc lui-même sur des tas de choses. Sur ces fameux conflits d'intérêts, lui dit il y a absolument circulé, il n'y a rien à voir. Bien sûr, évidemment, il ne peut pas être à la fois jugé parti, surtout quand on parle de conflits d'intérêts, puisque c'est précisément là le problème. Est-ce qu'il ne va pas y avoir justement des difficultés qui vont se poser sitôt Donald Trump entrait à la Maison-Blanche ? On avait vu Silvio Berlusconi en Italie contraint de céder la gouvernance de son groupe Mediaset et de créer ce qui s'appelle une muraille de Chine, un Chinese Wall. Est-ce que Donald Trump va être contraint aux mêmes pratiques ? Selon son interview de New York Times, il a l'air convaincu qu'en fait, en tant que président, il peut faire ce qu'il veut. Et il est bien possible que la loi, effectivement, lui donne raison. Il dit l'inverse. Mais la loi et la tradition et ce que demandera le public, ce sont des choses différentes. Enfin, il a répété sans arrêt, moi, maintenant, toutes mes affaires, ça ne m'intéresse plus du tout, je m'en fiche. De toute façon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, on espère qu'avec ce genre de discours, il va effectivement laisser quelqu'un d'autre gérer tout ça. Mais il est fort improbable qu'il laisse tout tomber, parce que
Trump est avant tout un Américain pur jus, comme le Morgan de mon livre, c'est-à-dire que c'est un homme d'affaires. Et ça, il ne va pas lâcher ça. C'est toute sa vie. Henri Landès, qui nomme aujourd'hui le patron de l'IRS, le fisc américain, avec lequel négocie justement Donald Trump pour sa feuille d'impôt? Qui décide du tracé des pipelines, comme le fameux pipeline Excel, qui pourrait passer sur des greens d'ailleurs de Trump, on peut l'imaginer. Enfin, il pourrait être accusé d'un nombre incalculable finalement de conflits d'intérêts, non, aujourd'hui? Absolument, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire, et il dit qu'il a réduit le nombre de chèques qu'il signe dans son quotidien, et donc il est en train de se retirer progressivement, et qu'il n'a pas envie non plus de vendre ses business. Il veut que ses enfants puissent gérer ses business, et il n'a pas lesquels enfants font aussi partie de son équipe de transition, hein. Oui, donc c'est pas du tout rassurant en termes de transparence, et il a parlé beaucoup d'assainir Washington. Pour l'instant, c'est pas non plus de l'exemplarité à ce niveau-là. Les lobbies parce qu'on se souvient, les premiers débats, lorsqu'il montrait ses concurrents républicains en disant « moi je les ai tous achetés dans le passé, c'est à ça que moi je veux mettre fin une fois à Washington ». Oui, les boss du système, donc c'est sûr que si les boss du système, parce qu'il a payé tout le monde, il va vouloir le changer, c'est sûr. C'est très classique, on voit toujours les personnes qui sont bien en place en tête d'une organisation, qui savent comment la réformer. Laure Mandeville, sur Wall Street, on attendait un candidat dur avec les banques, c'est ce qu'il avait annoncé pendant la campagne. C'est pas vraiment la tonalité de son premier entretien au Wall Street Journal. Non, en fait, on attend toujours. On ne sait pas encore qui ça va être, donc on va voir. Moi, je reste prudente. De manière générale, je pense qu'il faut rester d'une extrême prudence au lieu de. Dans l'ensemble, les gens se sont tellement trompés que je pense que la moindre chose aujourd'hui, c'est de garder le bénéfice du doute. Oui, mais à tout le moins, est-ce que c'est pas la faute quand même de Donald Trump lui-même si aujourd'hui il y a autant de points d'interrogation sur ce que va être sa politique demain? C'est bien sûr, c'est en partie le cas, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que cet homme n'est pas un politique, il n'a aucune expérience politique, et c'est pour ça c'est une sorte d'ovni qui arrive à la Maison-Blanche. Alors là, je suis absolument d'accord avec ça. Il va falloir qu'il se fasse au jeu politique, qu'il apprenne, et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir la manière dont il va rassembler cette équipe, parce que comme dans toutes les administrations américaines, on aura évidemment plusieurs factions, mais ça, ce n'est pas nouveau. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'on a un homme qui est complètement hors norme, qui n'a pas d'idéologie claire et qui va être entouré de gens qui vont essayer chacun de lui vendre leurs marchandises. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que dans les nominations qu'on a maintenant, il n'y en a pas encore beaucoup, mais par exemple, le cas de Nikki Haley mérite qu'on s'y arrête. Moi, je la connais. Futur ambassadeur, si elle est confirmée, futur ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Si elle est confirmée, futur ambassadeur aux Nations Unies. D'abord, ce qui me frappe, première chose, oui, elle est fille d'immigrés indiens sikhs, je souligne, donc pas vraiment un profil, comme on l'a souligné, d'homme blanc, vieux et traditionnel, c'est autre chose. C'est une femme qui a été élue dans la mouvance Tea Party au départ quand elle est arrivée aux affaires en Caroline du Sud, mais qui depuis s'est pas mal recentrée politiquement. Comme Marco Rubio d'ailleurs, qu'elle avait soutenu. Qu'elle a soutenu, et elle était devenue même un symbole de la réconciliation quand il y a eu cette fameuse horrible histoire de l'attentat d'un raciste blanc contre une église à Charleston, où il y a eu toute une polémique sur qu'est-ce qu'on fait du drapeau confédéré. C'était pas le minimum quand même. Qui flottait quand même encore. Enfin, oui, c'était peut-être le minimum, mais vous savez, la Caroline du Sud, quand on parlait de l'histoire, et je voyais mes interlocuteurs sourire qu'on évoque la guerre civile. Moi, je me suis beaucoup baladée dans le sud des États-Unis. Vous avez encore les traces de la guerre civile et des débats qui en sont issus. Et la question du drapeau confédéré, qui flottait toujours sur le Parlement, c'était une grosse histoire. Moi, j'en ai parlé avec un parlementaire noir au moment où c'est descendu. Et il était démocrate et il a rendu hommage à Nikki Haley pour le rôle qu'elle a joué. En même temps, ce qui est frappant, c'est que cette femme n'a aucune expérience de politique internationale. Je le soutiens. Donc, ça fait plus symbole d'ouverture. Et nous allons être d'accord, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Il ne faut pas oublier que, alors, c'est une longue lignée maintenant de femmes ambassadrices des États-Unis aux Nations Unies. C'est en train de devenir une tradition. Depuis John Bolton, il n'y a eu que des femmes finalement. Il n'y a plus que des femmes maintenant. Mais de surcroît, Samantha Power, Susan Rice, on ne va pas remonter avant. Mais surtout, c'est un rôle. C'est un gadget dans l'esprit de Donald Trump, bien sûr. Alors, c'est effectivement... Parce que c'est bizarre de l'annoncer en priorité. Ce n'était pas le poste le plus éminent en politique étrangère. On attend le département d'État, on attend le département de la Défense, c'est-à-dire là où les décisions vont se prendre. Je n'oublie pas que le président est commandant en chef des forces armées. Mais l'ambassadrice
des États-Unis aux Nations Unies ne prend pas les décisions. Elle est porte-parole, elle est une vitrine pour le reste du monde. C'est pas étonnant qu'une femme qui est gouverneur, qui exerce le pouvoir exécutif sur un État, choisisse finalement ce poste de canal de transmission. De représenter son pays, de médiatrice. Et ça ne se refuse pas. Et c'est vrai qu'elle permet à Donald Trump de cocher un certain nombre de cases qui sont là encore dans ce jeu de rassemblement aujourd'hui, mais véritablement symbolique. J'attends d'autres nominations. Deuxième nomination, d'ailleurs, Betsy DeVos à l'éducation, qui était apparemment farouche partisane de l'école charter schools, donc des écoles privées. Enfin, les charter schools ont beaucoup d'adeptes parmi les démocrates. Donc ça aussi, c'est dans un sens une mesure qui semble qui semblerait devoir plaire à la soi-disant gauche américaine. Je dis soi-disant parce que la gauche n'existe pas vraiment aux États-Unis. Mais enfin, moi je pense... Enfin, aussi Bernie Sanders. Bernie Sanders. Elle a existé l'espace d'une campagne. Oui. Je pense en conclusion que Trump sera rapidement rattrapé par la réalité et que comme c'est un pragmatique avant tout, comme la plupart des Américains, et qu'il a montré dans sa conversation avec le New York Times, sinon sa maîtrise de la rhétorique, du moins sa maîtrise du noyer le poisson, il va peut-être pouvoir louvoyer entre toutes ces eaux. Et évidemment, beaucoup dépendra de son entourage. Certaines de ces personnes qu'il a déjà choisies peuvent être acceptables pour diverses raisons, sauf pour Bannon. Ça, on ne peut pas accepter ça. Bannon, le mot de la fin très rapidement. Il ne faut pas non plus accepter quelqu'un qui est climato-sceptique dans un cabinet en charge des questions environnementales. Ça, c'est absolument ahurissant. C'est sur l'environnement que Donald Trump peut être le plus dangereux, parce que lui, il veut relancer le charbon, il veut relancer le pétrole, le gaz de schiste. Et il n'aura pas besoin de sortir de l'accord de Paris pour ne pas respecter d'ailleurs les objectifs américains, parce qu'il n'y a pas de contraintes et pas de sanctions. Mais s'il le veut, il le fera. Tout à fait. Merci beaucoup Henri Landès, merci à tous nos invités, merci également à Annick Cizel, à Anne Kratz et à Laure Mandeville. Vous restez avec nous parce que tout de suite c'est l'actualité vue du net, un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Donald Trump, par ses revirements qu'on a évoqués dans le courant de ce débat, est en train en tout cas de déstabiliser une partie de ses électeurs. Alors on va le voir sur les réseaux sociaux, certaines critiques commencent à apparaître. Alors ces revirements, on s'y intéresse aussi dans les médias français, le site de Libération notamment, qui revient sur ce Donald Trump qui revient justement sur plusieurs promesses de campagne. On en parle bien sûr dans le New York Times avec cette interview qui a connu un certain nombre de rebondissements puisqu'il y a eu un rendez-vous, elle était prévue, puis annulée, puis finalement rétablie. Alors pour le journal, on est particulièrement critique à l'égard de Donald Trump. On considère qu'il a démontré l'instabilité de ses positions. Il est prêt à déclarer tout le contraire de ce qu'il a promis, de ses idées qu'il a pu défendre. Le site de Courrier International reprend quelques passages d'un édito particulièrement critique. On sent qu'il y a de l'animosité entre le New York Times et Donald Trump. Il a à plusieurs reprises attaqué le journal, notamment sur Twitter. Et dans cet édito, traduit par le Courrier International, on peut lire « Quel plaisir de l'entendre reconnaître que le changement climatique est lié à l'activité humaine, que finalement le supplice du waterboarding n'est peut-être pas une si bonne idée. Et quel plaisir que de l'entendre expliquer que le New York Times est un très grand joyau de l'Amérique. C'est son ami, ancien général, qui lui a soufflé à l'oreille qu'il valait mieux 2 paquets de cigarettes et des canettes de bière plutôt que le waterboarding. Sans doute. Non, il le dit. Ouais. Alors, en tout cas, je vous le disais En tout cas, sur les réseaux sociaux, déjà un certain nombre de tweetos s'indignent du fait que Donald Trump est en train de revenir sur ses promesses. On l'accuse d'être un menteur, d'être un lâche, et notamment sur cette question des poursuites éventuelles pour Hillary Clinton, où il n'est plus du tout chaud pour poursuivre Hillary Clinton. Vous évoquiez le site de Breitbart News. Eh bien, Breitbart News, on pouvait lire dans un article dont l'ancien patron Steve Bannon a rejoint Trump comme conseiller stratégique, que Donald Trump est en train, avec ce revirement, de trahir ses promesses. On parle de promesses brisées. On s'interroge aussi sur la question du mur, puisqu'il n'en parle pas beaucoup ces derniers temps. Ça risque de faire quelques déçus. Et il y avait une compagnie aérienne israélienne qui s'était proposée pour construire ce mur. Elle avait participé à la construction du mur en Israël. Il y avait même une autre
autre entreprise, cette fois-ci mexicaine, une cimenterie mexicaine qui s'appelle Chihuahua, qui a tout simplement proposé de participer à la construction de ce mur. Ça a l'air beaucoup moins d'actualité. Et puis vous avez évoqué les premières nominations, celle de Nikki Haley, qui suscite aussi un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup lui reprochent d'avoir soutenu Marco Rubio. Et puis certains ressortent des vieux articles. Un article justement du New York Times de 2012 où Nikki Haley expliquait que la raison pour laquelle elle s'était lancée en politique avec l'espoir d'atteindre de hautes fonctions, c'était Hillary Clinton. Même si ce n'était pas forcément son modèle politique, c'était pour elle un exemple. On lui souhaite d'avoir une meilleure fin de carrière. Trump, en tout cas, a gagné des partisans, lui, d'Hillary Clinton, qui rêve encore d'un ultime renversement. Alors pourquoi pas, en tout cas c'est ce que certains imaginent, Hillary Clinton qui ferait une surprise parce qu'on espère du côté de ses partisans qu'un certain nombre de grands électeurs pourraient ne pas voter pour Trump. C'est hautement improbable, mais il y a une autre information qui est largement relayée par les médias et les twittos qui sont des sympathisants d'Hillary Clinton. Elle concerne ces 3 États, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, des spécialistes de la sécurité informatique pousse Hillary Clinton à demander un recomptage dans ces États. Alors du côté de la Maison-Blanche, on n'est pas forcément très chaud pour ça, puisque la transition se passe dans une douceur relative et que relancer la bataille, eh bien, on n'est pas forcément pour du côté de la Maison-Blanche. Merci beaucoup Karim, merci à nouveau à nos invités. C'était le débat de France 24. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal.